Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence de la 6e journée des métiers de demain. Alors j'espère que vous avez passé une bonne matinée enrichissante auprès des différents stands présents. Si vous venez d'arriver, pas d'inquiétude, vous pourrez également aller voir les stands, les animations, juste après cette conférence. Alors le changement climatique nous oblige à repenser notre société, nos transports et notre consommation. Si vous ne le savez pas, la France est l'un des pays où le climat se réchauffe le plus vite après l'Arctique. L'Europe de l'Ouest, dont la France fait partie, se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que les autres pays situés aux mêmes latitudes dans l'hémisphère. Cette hausse des températures, vous l'avez remarqué, elle bouleverse les conditions météo avec des canicules plus précoces, plus intenses. On en a eu quelques exemples ces derniers étés. Elle augmente également la quantité de précipitations qui tombent, avec parfois des inondations. Là aussi, on a eu quelques exemples au cours des derniers mois, au nord et à l'ouest du pays. Alors évidemment, vous entendez parler de réchauffement climatique sans arrêt. Et je fais d'ailleurs partie de ceux qui vous en informent au quotidien sur la télévision ou encore le web, les réseaux. Je m'appelle Karine Durand, je suis journaliste spécialisée en météo, climat et environnement. Et le problème, je vous le rappelle, c'est que plus nous émettons de gaz à effet de serre avec nos activités, plus le monde se réchauffe et plus les conséquences sur la météo, la nature, notre société sont grandes. Pourtant, nous voulons évidemment continuer à nous développer, à nous déplacer et à nous divertir. Mais comment ? Eh bien, il faut changer nos façons de faire. Il n'y a pas d'autre choix. Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement du monde. Cet événement se doit donc d'être à la fois un exemple en matière de transition écologique, mais aussi un gigantesque laboratoire d'expériences. Des expériences qui vont servir à d'autres réalisations pour le futur, que ce soit évidemment pour d'autres événements sportifs, mais aussi pour des événements culturels ou d'une manière générale pour tous nos besoins futurs. Justement, Synergy Lab, qui organise cette journée, est un laboratoire collaboratif d'expérience sur l'énergie et la ville de demain. Synergy Lab rassemble justement un écosystème d'acteurs, tous concernés par les enjeux climatiques. Alors cette conférence, elle se tient dans le cadre de la 6e journée des métiers de demain et les échanges que nous allons avoir avec nos différents intervenants seront aussi l'occasion de découvrir les perspectives professionnelles offertes par la transition de nos villes et de nos territoires. Vous allez découvrir évidemment des métiers méconnus, des métiers parfois mal aimés, ou simplement des métiers courants, mais qui sont tous en pleine transformation. Alors je sais bien que les discours sur le changement climatique et la transition écologique peuvent être décourageants, mais ici, ce ne sera pas le cas. Nous allons rendre les choses concrètes, nous allons proposer des solutions, et si vous êtes intéressés par les innovations écologiques liées aux Jeux Olympiques de l'été prochain, ou d'une manière générale, par les tendances futures en matière d'énergie ou de BTP, par exemple, ou encore par les perspectives professionnelles que ces jeux et ces transformations pourraient offrir à votre carrière, vous êtes ici, au bon endroit. Alors je précise quand même que cet événement entre dans le cadre du campus des métiers et des qualifications industrie circulaire de la mobilité et bénéficie du soutien financier du PIA 4 Campus et métiers d'avenir et de la région Île-de-France. Alors nous allons recevoir sur scène des experts qui sont déjà là. Ils sont partenaires de Synergy Lab, dont les entreprises participent à la décarbonation de l'événement. La décarbonation, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, ce sont les mesures qui permettent de réduire nos gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui est un gaz particulièrement réchauffant sur le climat. Je vous propose donc d'accueillir tout de suite Frédéric Lebrun de Paris 2024, Marc Fleury d'Enedis, Pierre Monin d'Engie, Jean-Baptiste Leclerc d'Equans. Mais pour commencer, François Garret, qui est ici, maire des Mureaux, vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, président de Synergy Lab, va nous faire l'honneur d'ouvrir cette conférence avec un mot de bienvenue. Monsieur Garret, c'est à vous. Très bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est toujours difficile de donner tous les titres que nous avons. C'est vrai, c'est très français, c'est que quand on lit par exemple des rubriques nécrologiques, on ne sait jamais ce que la personne a été. Mais c'est pas pour ça que pour demain, il faut penser à ça, nécessairement. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on est dans tous les derniers siècles, il y a toujours eu des mutations. Des mutations. Et là, je pense que depuis les années 2000, on est dans une vraie mutation, une mutation complète déjà de la façon d'approcher, notamment tout ce qui est notre environnement,
d'approcher aussi tout ce que sont nos mobilités, d'approcher aussi tout ce qui est lié éventuellement, par exemple, à la santé, à la nourriture, et éventuellement aussi par rapport à la nature. Alors c'est vrai que quand on parle des métiers de demain, quand on parle éventuellement de ce qu'il pourrait y avoir, c'est amusant parce que moi je suis maintenant, je suis plus près des 100 ans que des 20 ans. Et donc à partir de là, quand j'avais 20 ans, etc., on se posait la question, qu'est-ce que sera la société de demain et comment cela fonctionnera? Et donc je vous parle de ça dans les années 70-80. Il y a eu des moments où c'est vrai, quelque chose qui nous a modifié notre vie, c'est tous les systèmes numériques en tant que tels. Et quand je parle des systèmes numériques, c'est par exemple Internet, pour la majeure partie d'ici, Internet a modifié complètement nos vies. Et donc quand on parle de cela, on est en 1970. Aujourd'hui, on est en 2024, c'est dans les 50 ans à venir, 2074, pour ceux et celles qui sont là, c'est comment nous voyons exactement notre environnement, comment nous voyons notre société, et surtout aussi quelque chose que des fois je provoque un peu. On a urbanisé, par exemple, on a urbanisé les terres. On a urbanisé aussi les mers, pas qu'on dise. Bah demain, il faudra urbaniser le ciel. Et tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un d'Ariane Group en lui disant c'est vrai. Donc le président de la République a fait des annonces en Guyane, notamment sur les petits satellites, sur tout un tas de choses. Mais c'est évident que demain, à 100 mètres du sol, il y aura tout un ensemble de ce que j'appellerais de mobilité. On le voit, les drones, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Cette notion d'urbanisation des ciels, des nouvelles mobilités, c'est quelque chose qu'il faudra développer. Pour nous, ce qui nous concerne au niveau ville, quand on parle de cela, parce qu'on voudrait vraiment que les gens utilisent de moins en moins la voiture et utilisent de plus en plus la marche à pied ou éventuellement des deux roues, etc. Le problème, c'est que quand, il y a 50 ans, on a urbanisé nos villes, jamais on n'aurait imaginé que la voiture prendrait autant de place et ce serait elle qui serait sur la voie principale et les autres auraient du mal à avoir les voies. Par exemple, quand vous prenez sur les trottoirs, etc., de plus en plus, on a urbanisé les trottoirs avec des poteaux électriques, on a urbanisé les trottoirs éventuellement avec des barrières pour se protéger de la voiture. On a aussi éventuellement dit les ordures ménagères, ce serait bien qu'elles soient sur les trottoirs. Et on se rend compte que finalement, on voudrait faire un vœu de telle façon à ce que les gens marchent. Et en réalité, on leur apporte que des contraintes. Alors c'est vrai que c'est peut-être pour vous, ça vous semble un peu un peu banal de dire cela. Mais à un moment donné, urbanisation du ciel. 2, ce qu'on appellerait tout ce qu'on a les plans de déplacement et les plans de déplacement urbain. Et dans les plans de déplacement urbain, il faut travailler justement sur la notion du déplacement dans lequel les productions énergétiques, c'est vous qui les produisez. Alors maintenant, on travaille beaucoup sur l'immobilier, sur le bâtiment. Le bâtiment aussi, il y a une révolution assez forte par rapport à l'industrialisation des années 70 du bâtiment. En 1970, on construisait partout, on mettait partout, sans se préoccuper nécessairement de la notion du bâtiment et de ce qu'il était. Aujourd'hui, quand on discute, au contraire, on a apporté beaucoup de contraintes environnementales, mais on voudrait que les bâtiments, les maisons, soient bien évidemment aussi adaptés fonctionnellement à ceux qui habitent dedans, mais aussi adaptés par rapport au climat qui les entoure. Donc c'est aussi un gros enjeu de tout ce qui est lié aux constructions, lié à la maîtrise des terrains, etc. Alors après, vous parliez tout à l'heure des inondations. On parlait des inondations. C'est vrai qu'à certains moments, nous, ici, je ne sais pas si vous savez, il y a un fleuve qui s'appelle la Seine, et la Seine va jusqu'au Havre. Et par contre, il y a plein de petits cours d'eau qui se jettent dedans. Mais tous ces cours d'eau, progressivement, sans s'en rendre compte, on a laissé, et maintenant, ils inondent. Ils inondent éventuellement, notamment les plaines agricoles, etc. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la maîtrise des rivières, la maîtrise notamment des fleuves, la maîtrise de l'eau, ne va pas être neutre. Alors moi, je pense que dans tous ces sujets, et je crois que je vais laisser quand même la parole pas mal, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un changement de société, on a un changement culturel à avoir, notamment, je pense que ceux qui ont entre 15 et 25 ans auront à gérer ce changement de société, auront à gérer aussi ces environnements. Mais il est évident qu'il y aura des nouveaux métiers. Le chaudronnier d'hier ne sera pas le chaudronnier de demain. Le soudeur d'hier ne sera pas le soudeur de demain. Le mécanicien d'hier ne sera pas le mécanicien de demain. Par exemple aussi, sur la médecine d'aujourd'hui ne sera pas la médecine de demain. Et je pourrais en citer des tas de cas comme cela. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette table, il y a des entreprises qui sont dedans. Il y a
une personne qui est liée aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est au mois de le 27, le 26, la cérémonie d'ouverture. La flamme olympique passera le 23 juillet ici, au Muro. Mais ces Jeux Olympiques peuvent être un point de départ si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas... Bien évidemment, il y aura les athlètes, les paralympiques, etc. Sachant qu'ici, nous aurons l'ISPC qui sera construit, l'Institut du sport santé paraconnecté, avec les 200 athlètes paralympiques, etc., qui sont présents, et les 14 000 évaluations. J'en discutais justement avec François Jeunet, qui est le chirurgien à Garches, qui me disait, tu sais, si on fait cela, la mobilité des gens qui, par exemple, ont été opérés, etc., ne sera plus la même que celle d'aujourd'hui, dans lequel on aura des évolutions, et même un terme qui est assez joli, l'indépendance dans la dépendance. C'est joli quand même, l'indépendance dans la dépendance. Donc, si vous voulez, vraiment, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gisements, mais surtout aussi, il y a des gisements pour apprendre des métiers, il y aura des gisements aussi pour créer des entreprises, et surtout, tous ceux et toutes celles qui ont des idées, il est possible de les mettre en place. Et je souhaiterais, moi, justement, c'est que ça soit en France, qu'on les mette en place, parce que dans cette même salle, il y a quelques années, on avait débattu sur l'autonomie. Et on débattait, par exemple, comme cela, sur la maladie d'Alzheimer, et il y avait un jeune qui était là, une trentaine d'années, qui m'avait dit, tu sais, on pourrait détecter éventuellement la maladie d'Alzheimer par le sang dès le plus jeune âge. Bon, ok, tu me dis ça, c'est bien. Et finalement, en France, on n'a pas été capable de lui amener les fonds. Il a levé des fonds aux États-Unis ou en Chine, et il est parti aux États-Unis pour travailler dessus. Et là, il y a 8 jours, j'ai entendu que justement, on allait faire des analyses par le sang pour trouver Alzheimer. Alors, c'est complètement, peut-être pas un rapport, mais ça veut dire que si vous avez des idées, si vous y croyez, ne restez pas les voyageurs de l'immobile, et demain, c'est en bougeant. Merci beaucoup. Bravo, on peut l'applaudir. C'est bon. Alors ces Jeux 2024, ils suscitent beaucoup d'enthousiasme, mais aussi un petit peu de crainte, évidemment, quant à leur impact écologique. Je vais vous citer quelques chiffres impressionnants. Paris va accueillir plus de 800 épreuves sportives, héberger et transporter 15 000 athlètes, former 45 000 volontaires, servir 13 millions de repas, garantir évidemment la retransmission télévisée des Jeux à travers le monde. Tout ça représente évidemment un coût environnemental. Frédéric Lebrun, je commence par vous. Vous êtes directeur délégué énergie à Paris 2024. Vous travaillez donc sur l'enjeu énergétique des Jeux avec des solutions innovantes, notamment en partenariat avec Enedis et Marc Fleury juste à côté qui nous parlera juste après. Bonjour, bienvenue déjà. Bonjour, merci. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de montrer que les Jeux Olympiques sont un véritable laboratoire d'innovation. Parmi ces innovations, la grande nouveauté, c'est de se connecter au réseau électrique. C'est vraiment la particularité de ces Jeux 2024. En fait, l'idée, c'est d'éviter l'usage d'un groupe électrogène. Oui, en effet, les Jeux ont une volonté d'avoir des Jeux aussi bas carbone que possible dans un contexte qui a été rappelé par Monsieur le maire et qu'on connaît tous sur le réchauffement climatique. Donc, les Jeux Paris 2024, depuis la candidature, s'inscrivent dans un contexte de Jeux aussi bas carbone que possible. Et donc, toutes les directions de Paris 2024 ont pour mission de réaliser leur mission avec un bilan carbone aussi bas que possible. L'énergie électrique des Jeux est un élément constitutif de ce bilan carbone, assez faible, mais représente quand même une portion non négligeable et surtout a un effet, je dirais, assez médiatique, assez important. Donc le choix que nous avons fait au sein du comité, c'est de se brancher sur le réseau. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans le monde événementiel, le monde temporaire, en général, on utilise des groupes électrogènes pour venir alimenter électriquement les événements, que ce soit des événements en plein air, les festivals de musique par exemple, mais aussi, et de manière plus surprenante, tout ce qui est match de football ou dans des stades sont aujourd'hui alimentés pendant ces événements par des groupes électrogènes. Donc nous avons décidé d'éviter cet usage de groupes électrogènes qui est fortement émetteur de carbone, puisque, à titre de comparaison, à Londres 2012, les Jeux de Londres 2012, ils ont consommé 4 millions de litres de diesel. Donc nous avons fait le choix novateur, alors même si effectivement ça peut paraître assez simple comme innovation, mais nous avons fait le choix novateur de brancher l'ensemble des sites sur le réseau électrique,
grâce, comme vous le rappeliez, je dirais, au support d'Enedis. Et donc nous avons, je dirais, réalisé une architecture classique de connexion au réseau électrique, ce qui peut paraître relativement simple, mais ce projet en soi a, je dirais, duré 2 ans afin d'identifier l'ensemble des besoins, d'identifier les travaux civils qu'il fallait réaliser pour pouvoir brancher l'ensemble des sites sur le réseau électrique. Si vous prenez un site comme Versailles, qui est pour le coup en plein air, sans aucune alimentation électrique, aujourd'hui il est complètement alimenté par le réseau électrique, grâce à l'apport de câbles par Enedis et notre autre partenaire qui définit un certain nombre de systèmes. Donc Paris 2000 a fait le choix d'une architecture réseau, ce qui permet tout bêtement, même si ça peut paraître assez anodin comme innovation, d'être branché au réseau électrique et donc d'utiliser en complément de l'énergie renouvelable par notre partenaire EDF. Donc ça, c'est le deuxième volet qui permet d'avoir, je dirais, un bilan carbone aussi réduit que possible, des chantiers, je dirais, contrôlés par Enedis pour se connecter au réseau électrique, une alimentation en énergie renouvelable par EDF, et enfin, pour quelques systèmes isolés, l'utilisation de systèmes innovants. Ça peut être des groupes hydrogène vert, ça peut être des systèmes batteries qui nous permettent de limiter le bilan carbone à sa plus simple expression pour le volet électrique. Donc j'ai quelques photos là qui vous donnent une illustration de ce que sera ou de ce qu'est déjà, pour la photo de droite, des bornes escamotables qui ont été mises en place notamment en région parisienne. Merci. Vous l'avez déjà un petit peu mentionné. On se rappelle des Jeux Olympiques de Londres, pas très loin de chez nous, qui ont été organisés il y a 12 ans. Alors en 12 ans, le monde a quand même beaucoup changé et forcément la manière d'organiser les Jeux a aussi changé. Et là, en fait, on prévoit une réduction de 50% de l'empreinte carbone à Paris comparé à Londres. C'est vraiment énorme, hein. Oui, c'est énorme. Alors il y a différents choix structurants qui ont été faits au moment de la candidature. Donc très très tôt dans le projet, c'est déjà de très peu construire par rapport à notamment Londres, mais d'autres projets olympiques qui étaient beaucoup plus gourmands en construction. Donc ça, c'est un des éléments qui a permis de limiter drastiquement le bilan carbone de Paris 2024. Ensuite, très tôt, au sein de la direction du comité d'organisation, il y a eu une direction environnementale qui a établi des bilans carbone pour chaque direction et suivi ces bilans carbone, je dirais, de manière aussi scrupuleuse que l'on peut faire pour un bilan financier. Donc ça a permis d'avoir aussi au sein de l'organisation un focus important sur ce bilan carbone et donc de nous pousser à ne pas être immobile et de rechercher des solutions innovantes, différentes de ce qui a pu être fait par le passé. Pas toujours les plus simples d'ailleurs, mais en tous les cas concourant à limiter ce bilan carbone. Et ensuite, il a fallu bouger les parties prenantes. Enedis, il n'a pas fallu les bouger, mais travailler avec Enedis, qui est un partenaire, et Marc en parlera mieux que moi, qui est habitué à des projets relativement longs ou sur du temps long. Et donc là, on travaille sur des projets qui sont sur du temps court, même si le comité d'organisation a quelques années. On est sur un projet qui dure finalement que 2 fois 15 jours. Donc il a fallu travailler avec ces parties-là, Enedis, mais aussi les prestataires de services qui ne sont pas habitués à utiliser des systèmes qui permettent d'éviter des bilans carbone. Donc on parlait de métiers, ça peut être finalement c'est les mêmes métiers mais qui sont utilisés différemment. Donc on en reviendra un peu plus tard, mais c'est utiliser les intelligences collectives pour réfléchir différemment à la mise en place d'un même projet. Donc si je reviens à ce bilan carbone, vous voyez que le bilan il est relativement conséquent. De manière très très pratique, la partie énergie elle pèse très très peu. Mais ça reste une dépense symbolique. Je pense qu'aujourd'hui, tout un chacun verrait d'un mauvais œil qu'on commence à fonctionner sur le groupe électrogène avec de la fumée noire, alors, et de la fumée qui émet non seulement du carbone, mais aussi des particules pendant les Jeux, avant et pendant les Jeux. Donc aujourd'hui, si vous vous promenez aux alentours des sites, j'ai parlé Versailles, mais aujourd'hui à Paris-Centre, on a des postes de livraison, donc ces organes de connexion qui sont déjà en place dès la phase chantier, ce qui est aussi une différence par rapport à d'autres événements, puisque dès la phase chantier, on est connecté au réseau et donc on n'émet pas de carbone de carbone pendant cette phase-là. Donc voilà, j'ai quelques chiffres, mais globalement, ce que vous reteniez, c'est que le choix du raccordement électrique a permis très concrètement d'éviter l'émission de 13 000 tonnes équivalent CO2
pendant la durée des Jeux. Et c'est déjà énorme. Alors ces Jeux, c'est évidemment une grosse étape, mais en fait c'est juste une première étape au final, hein, vers une nouvelle manière de concevoir, d'organiser des événements. On peut se poser la question du coup, en quoi les événements du futur, après ces Jeux de 2024, seront différents au niveau écologique ? Alors, je ne sais pas lire le futur, mais en tout cas notre ambition est de dire que si on peut le faire pour les Jeux olympiques et paralympiques, on peut le faire pour n'importe quel événement. Donc ça va obliger, je l'espère, les futurs organisateurs d'événements à réfléchir à des solutions différentes, peut-être moins simples, mais plus vertueuses d'un point de vue environnemental. J'espère que ça va aussi faire réfléchir les collectivités sur des investissements, je dirais, sur du temps long, puisqu'en fait, aujourd'hui, les événements, on constate qu'ils sont faits souvent dans les mêmes lieux. Et donc, on peut imaginer, avec le concours des collectivités, d'Enedis et d'autres parties prenantes, d'investir sur le futur pour organiser ces événements de manière beaucoup plus durable, en connectant ces événements sur le réseau et consommer de l'électricité bas carbone plutôt que des groupes électrogènes, qui est le cas aujourd'hui. Parce que là, on parle des Jeux, mais en fait, on peut penser aux événements culturels, aux festivals de musique, Absolument. Qui sont très critiqués justement pour leur bilan carbone, et les Jeux pourront servir de test, d'exemple. On espère, et donc on espère changer l'état d'esprit. On peut le faire pour le plus grand événement du monde, donc on doit pouvoir le faire normalement pour des événements de taille beaucoup plus modeste. Et puis aujourd'hui, il y a un autre événement qui va être de taille mondiale qui se profile à l'horizon 2030. Donc, dans un contexte montagneux. Donc là, on espère aussi pouvoir, influencer quelque part le comité d'organisation futur de cet événement des Jeux Olympiques d'hiver pour continuer dans cette lancée d'énergie décarbonée. Oui, ça va être vraiment un laboratoire d'expérience, comme on l'a dit, qui va servir d'exemple pour le futur. Nous sommes dans la journée des métiers, donc il faut qu'on parle des métiers. Évidemment, c'est très important, notamment pour la jeune génération qui est là. Quels sont les domaines de compétences qui sont recherchés pour cet événement et les futurs événements d'une manière plus globale ? Il y a des nouveaux métiers, mais il y a aussi des métiers qui existent déjà, mais qui se transforment. En fait, je pense que les métiers restent les mêmes, c'est-à-dire que l'électricité, les règles qui sous-tendent l'utilisation de l'électricité sont les mêmes. Par contre, c'est la réflexion et l'usage de l'électricité qui va changer. Donc, dans tous les domaines, il va falloir réfléchir à comment on change finalement, non pas les formations, mais comment on utilise les talents différemment, réfléchir out of the box, comme on dit, et essayer de réfléchir sur des solutions qui ne sont pas forcément les plus simples, mais qui viennent créer un différentiel par rapport à ce qui existait avant. Donc les métiers, à mon avis, seront les mêmes. Je pense, mais Marc le dira mieux que moi, que les métiers de l'électricité vont être amenés à être de plus en plus demandés, quel que soit le niveau, d'un point de vue ingénierie, d'un point de vue, technicien, d'un point de vue réflexion sur les usages, influence des donneurs d'ordre que peuvent être les collectivités, etc. Donc toute la partie électrification va, à mon avis, générer beaucoup d'opportunités pour les jeunes et les moins jeunes dans le futur. Alors, à titre très très pratique, aujourd'hui, Paris 2024, on est une équipe de 100 personnes. J'ai commencé il y a 5 ans, nous étions 2. Il me reste encore quelques personnes, donc je me suis permis de mettre quelques liens, mais n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe Paris 2024, puisqu'on recrute aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, mais dans beaucoup de domaines. Et puis, ça crée une carte de visite assez intéressante, je pense, pour des futurs. Moi, à titre personnel, si je peux donner mon parcours professionnel très rapidement, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste option électricité. J'ai commencé dans l'architecture de sous-marins, donc assez loin du domaine qui m'occupe aujourd'hui. J'ai ensuite, pris des fonctions dans une société de services. Et puis, j'ai eu la chance de rejoindre le Paris 2024. Donc, je pense que le métier de l'électricité, finalement, peut conduire à différents métiers à partir du moment où, on a la tête bien faite. On a envie de ne pas rester immobile, pour reprendre les termes de Monsieur le maire. Vous disiez quoi ? Voyageur de l'immobile, donc j'aime beaucoup l'expression. Voilà, si on veut voyager et avec envie, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais dans l'électricité, je pense qu'il y en aura énormément dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lebrun. On peut l'applaudir. Alors justement, l'électricité, on va en parler avec Marc Fleury. Vous êtes directeur territorial Enedis Yvelines, coordinateur du projet Jeux Olympiques et Paralympiques pour la région Île-de-France-Ouest. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous.
Et vous travaillez donc en partenariat avec Frédéric Lebrun. L'originalité au niveau énergétique de ces jeux, c'est le principe zéro groupe électrogène et raccordement au réseau public de distribution. La France va donc organiser des Jeux olympiques et paralympiques avec une énergie exclusivement issue du réseau électrique et c'est une première mondiale. On va en parler avec vous. Quelques chiffres avant, la production d'électricité est responsable en 2022 d'environ 40% des émissions mondiales de CO2. Le secteur progresse énormément. On assiste à une électrification du monde, mais juste avant de vous poser des questions, on a une petite vidéo de présentation à montrer justement. Si vous pouvez la passer avec la télé. Chaque jour, nous nous entraînons pour repousser les limites. Chaque jour, nous nous levons pour battre des records. Nous évoluons sur tous les terrains, par tous les temps, pour faire entrer la France dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, notre équipe est dans les starting blocks pour réaliser un nouvel exploit. Nous allons rendre plus responsable le plus grand événement sportif de la planète et permettre aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 d'être raccordés à 100% au réseau de distribution électrique. Une première pour les grands événements sportifs de notre pays et une première pour le monde. Nous allons rendre les Jeux de Paris 2024 plus exemplaires et laisser un héritage durable partout en France. Nous sommes 38 000 femmes et hommes passionnés. Nous changeons l'empreinte du sport pour toujours. Nous deviendrons champions de la transition écologique. Nous sommes la Team France électrique d'Enedis. Alors on va en parler en détail. Cette électrification du monde, comme on dit, elle doit s'accompagner forcément d'une transformation pour être moins polluante. La mission actuelle d'Enedis, c'est vraiment de construire le réseau de demain. On va commencer par le contexte global de la transition écologique en cours chez Enedis, avec un enjeu qui est vraiment lié aux nouvelles infrastructures. Exactement, merci Karine. Donc, donc moi, Marc Fleury, je suis le directeur territorial pour les Yvelines. Je suis toujours content de voir cette vidéo parce que c'est des collègues qui travaillent sur notre région, hein, qui ont participé à cette vidéo et qui ont l'ambition de montrer comment est-ce qu'on va changer les choses et changer l'empreinte du sport. Comme l'a dit Frédéric, hein, l'empreinte du sport a été très carbonée. C'était les réflexes de l'événementiel. Et donc, à travers la décarbonation des usages, c'est le terme aussi que Karine a employé, on voit bien qu'il y a une électrification un peu globale des usages qui s'opère. Quelques chiffres pour prendre un peu de champ sur la vision nationale, à travers l'Observatoire français de la transition écologique, hein, qui est accessible à tous, c'est des données en open data, ça permet de voir quelle est vraiment cette transition écologique et comment elle s'exprime. Vous avez très rapidement le mix énergétique français qui répond à la stratégie nationale bas carbone fixée par les pouvoirs publics et qui permet de voir qu'on a une énergie d'origine nucléaire avec la montée en puissance de l'énergie renouvelable qui permet, à travers l'usage du réseau, d'avoir une énergie décarbonée, comme l'a présenté Frédéric, accélère drastiquement. Hein, au centre de la diapo, vous voyez qu'on était à 13%, on monte à 28% et on va atteindre les 40% d'ENR dans le mix énergétique dans les prochaines années. Donc c'est quelque chose de colossal qui va tirer toute une économie, qui va tirer beaucoup de métiers et qui va aussi nécessiter d'adapter le réseau public de distribution à tous ces enjeux. En termes d'illustration, sur la partie photovoltaïque, qui est une des grosses sources d'énergie renouvelable, on voit bien que les dynamiques d'accélération sont très fortes. Hein. On a plus 31% d'installations photovoltaïques qui sont mises en place à la Maille France, ce qui est colossal parce que chaque installation photovoltaïque qui se met en place se raccorde au réseau pour injecter et pour faire preuve de solidarité à travers le réseau électrique qui est la colonne vertébrale de cette transition écologique. Le deuxième axe qui va aussi irriguer les villes de demain et les métiers, c'est l'essor de la mobilité électrique. Hein. Monsieur Garret l'a bien dit, hein, on se déplace plus pareil. Hein. On voit cette transition, c'est une réalité, soit pour vous individuellement, soit dans vos familles, soit dans vos proches. Mais les entreprises, les services publics, de plus en plus électrifient leur flotte. Et à ce titre-là, il faut prévoir l'ensemble de bornes de recharge. Et donc, on voit bien l'accélération colossale des bornes de recharge qui est présentée sur le graphe, avec un nombre de bornes de recharge, soit en entreprise, soit sur le domaine public, soit soit chez vous, chez le particulier, qui augmente drastiquement et qui fait qu'on doit également adapter les réseaux pour cette nouvelle révolution.
Donc, comme on le dit chez Enedis, on est en train d'assister à la deuxième électrification de la France. La première électrification, ça a été d'amener la fée électricité partout en France avec le groupe EDF. Désormais, avec l'évolution du marché de l'énergie, il y a plusieurs fournisseurs qui amènent l'énergie et qui proposent des solutions de production d'énergie. Néanmoins, le réseau, il doit être tiré, il doit être renforcé et il doit permettre de délivrer cette transition écologique. Merci. Je précise juste que quand on parle d'ENR, on parle des énergies renouvelables, pour ceux qui n'avaient pas compris. Vous avez justement des exemples très concrets à nous donner sur ce qui se fait actuellement, des panneaux photovoltaïques, des bornes électriques, des aérofiltres. Dites-nous en plus, justement. Effectivement, donc sur la thématique du fait que les Jeux Olympiques soient une vitrine de la ville de demain, on a, avec Paris 2024 et les aménageurs du village olympique, mis en place cette ville de demain au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez les quelques photos du village olympique qui s'est équipé sur l'ensemble de ses toits de panneaux photovoltaïques. Donc quand on parle d'énergie naturelle renouvelable, la mise en place des panneaux photovoltaïques, leur intégration dans les schémas électriques, c'est une réalité. Et ça s'est mis en place sur l'ensemble des bâtiments de ce village olympique. Vous avez également en bas à droite les bornes de recharge haute puissance qui permettent de recharger les flottes de véhicules électriques. Donc c'est une réalité qui a aussi démarré près de chez vous, mais qui a fait l'objet de l'alimentation dans le village olympique. Et puis l'ensemble des nouveaux usages d'électricité, des nouveaux usages dans les villes. Le village olympique est une vitrine. Et donc, ils ont aussi mis en place ce qu'on appelle des aérofiltres. C'est ce que vous voyez à droite de la diapo, qui sont aussi raccordés sur le réseau public de distribution, qui permettent de nettoyer un peu l'air des différentes particules. Et tout ceci est rendu aussi possible par le raccordement. Et donc, on voit une équipe de collègues au travail sur un acte de raccordement électrique au sein du village olympique. On va parler de deux réalisations emblématiques pour ces Jeux, le GEZE et le portail pour la consommation. Commençons par le groupe électrogène zéro émission qui va être déployé à Versailles lors des Jeux Olympiques. Ça va vraiment servir de test, en fait, d'expérience pour être ensuite intégré vraiment à beaucoup plus large échelle. Exactement. On a vu aussi les Jeux comme une vitrine pour accélérer nos démarches d'innovation. Frédéric l'a dit, sur les enjeux de raccordement, c'est déjà découvrir un nouveau segment de clients, mais on va plus loin. Enedis utilise aussi des moyens de groupes électrogènes qui fonctionnaient au fuel, historiquement. C'était la technologie qu'on utilisait. Quand on met du temps à raccorder ou à dépanner les clients, on amène un groupe électrogène mobile qui permet de refournir de l'énergie et de l'électricité. Et on a décidé de décarboner cette flotte de groupes électrogènes vers des groupes électrogènes zéro émission batterie. On en a une dizaine sur la France et on va en installer 6 en partenariat avec Paris 2024 sur le site de Versailles qui va accueillir les épreuves de cross-country. Donc on amène à la fois le réseau pour les besoins d'événementiel, mais pour la partie site isolé qui ont besoin de puissance qui ne permettent pas d'être raccordés par un câble, tout simplement. Et on amène ces groupes électrogènes zéro émission. Et donc pour nous, c'est beaucoup d'apprentissage pour justement développer cette flotte et prendre aussi une migration de nos propres moyens sur le sujet. Il y a une autre mission qui est en cours, c'est la digitalisation du réseau, en fait un réseau de plus en plus numérique. Et un portail va être mis en place pour mieux visualiser la consommation lors de ces Jeux. Effectivement, c'est pas tout de développer du réseau et de rendre plus résilient, plus agile, plus numérique pour répondre à tous ces besoins. On a aussi un enjeu comme opérateur de données et de fournir à l'ensemble des utilisateurs de l'électricité des données fiables qui leur permettent d'aller vers de la sobriété énergétique. Ça fait aussi partie des économies d'énergie. Et donc le portail collectivité locale qu'on est en train de déployer partout en France, et y compris sur le territoire des Yvelines, on l'a proposé à Paris 2024 qui pourra suivre l'ensemble de ces sites de compétition à travers ces données de consommation pour adapter ses usages et rendre la consommation la plus intelligente possible. Alors justement, pour vous aussi, la dernière question, évidemment, on va parler d'emploi. Quels sont les besoins d'Enedis en termes d'emploi pour ces Jeux, mais pour globalement toute cette transition énergétique ? Les besoins d'Enedis sont colossaux. Comme j'ai dit, on est dans cette deuxième électrification de la France. À travers les quelques exemples que je vous ai présentés, on voit bien que ça touche tous les métiers. Il y a à la fois les métiers historiques, Frédéric l'a dit, c'est faire différemment, mais le métier de base électrotechnique
monteur électrique, chargé de projet, ça reste des métiers très importants chez nous, sur lesquels on a des masses de recrutement importants. On aura aussi besoin de compétences sur les données, l'utilisation des données. On aura aussi besoin de compétences dans la relation avec les parties prenantes pour aller expliquer comment est-ce qu'on électrifie les usages et donner confiance au réseau. Et donc, Enedis vient de passer la barre des 40 000 salariés. On est sur des dynamiques de recrutement très importantes. Et on prévoit 10 000 recrutements d'ici à 2027, avec 50 recrutements qui seront faits dans les Yvelines pour 2024. Très bien, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Pierre Monin, bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes délégué territorial Île-de-France chez Engie. Alors Engie, je le rappelle quand même, c'est le premier fournisseur de gaz et d'électricité verte. Le déroulement des Jeux Olympiques va demander beaucoup d'énergie, évidemment. Il faut en plus rappeler que ces Jeux vont se dérouler entre fin juillet et mi-août pour les Jeux Olympiques. C'est la période la plus favorable aux canicules en France. Ensuite, il y aura les Jeux paralympiques entre fin août et début septembre. C'est aussi une période favorable aux canicules. On l'a vu en 2023 avec une canicule d'ailleurs tardive en septembre. Donc autant dire qu'avec les fortes chaleurs, la dépense énergétique sera évidemment énorme, notamment en termes de climatisation. On va en parler justement. Comment Engie va travailler sur la production d'énergie pour justement réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Vous travaillez sur deux éléments, le village des athlètes et la piscine. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, nous sommes impliqués sur la décarbonation du village des athlètes et puis de la piscine olympique. Alors peut-être juste quand même, parce que j'aime bien parler de choses que les gens comprennent, est-ce que tout le monde, qui peut me dire aujourd'hui dans l'Assemblée, qui connaît le village des athlètes ou village olympique et qui sait où se situe le village des athlètes et la piscine olympique? Petit sondage, pas grand monde, si un petit peu quand même. On en a quelques-uns. Pas énormément. Donc je vais d'abord rappeler un petit peu et peut-être recontextualiser l'historique du projet et en venir effectivement à la manière dont on opère dessus. Si vous pouvez juste changer de slide pour arriver à votre section, voilà. Alors, je vais reprendre d'abord ce qu'a dit Frédéric tout au début de l'intervention. À l'origine, il y a la volonté, lors du dépôt de la candidature pour les Jeux Olympiques, de présenter un dossier de Jeux Olympiques sobre en énergie, décarboné. Ce sont des éléments absolument majeurs et qui sont sans doute pour partie dans le fait que les Jeux nous aient été attribués. On ne peut pas imaginer continuer comme on le faisait hier avec le changement climatique qu'on a évoqué tout à l'heure et avoir des empreintes carbone, des empreintes foncières qui soient identiques à celles qu'on avait hier. Pour arriver à cela, alors bien sûr la première chose c'est la sobriété et on en a parlé, il y a eu la volonté de réemployer au maximum des infrastructures déjà existantes, mais il a quand même fallu deux nouvelles infrastructures, une piscine olympique qui répond aux critères olympiques, on n'en avait pas. Des athlètes, on a 15 000 athlètes qui sont attendus sur le sol français. Il faut aussi créer des capacités d'accueil pour ces athlètes. Et donc, il y a ces nouvelles infrastructures qu'il a fallu implanter. Il se trouve qu'en Île-de-France, et plus précisément en Seine-Saint-Denis, sur le territoire de Plaine Commune, qui regroupe notamment la ville de Saint-Denis, la ville de l'île Saint-Denis, de Saint-Ouen, se trouve un réseau de chaleur opéré par Engie, donc le réseau du SMIREC, opéré par Plaine Commune Énergie, qui est une filiale d'Engie. Et un réseau de chaleur, c'est une infrastructure qui permet de distribuer de l'énergie sur des quartiers, avec la possibilité effectivement de raccorder des appareils de production et dans la mesure du possible de production renouvelable à des usages avec des coefficients, d'efficacité énergétique qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Donc il y avait cette opportunité effectivement sur la Seine-Saint-Denis et c'est une des raisons qui a guidé au choix des emplacements de ce village des athlètes. Donc le village des athlètes, c'est là où vont être accueillis ce qui s'appelle aussi le village olympique, où vont être accueillis les athlètes pendant toute la durée des Jeux olympiques, et avec tout leur staff, et par ailleurs la piscine olympique avec tout un quartier qui va se développer également, qu'on appelle la ZAC Saunier. Donc deux quartiers qui se développent, des besoins en énergie derrière, et la question derrière qui s'est posée à Engie, c'est comment on utilise le réseau, mais comment on utilise le réseau pour fournir à ces nouveaux quartiers
de l'énergie renouvelable. Donc ça voulait dire trouver de nouvelles sources de production d'énergie qui s'ajoutent aux sources déjà existantes sur le réseau, et notamment à la biomasse qui est utilisée en grande partie sur ce réseau de chaleur. Comment on trouve de nouvelles sources d'énergie pour alimenter ces 2 sites? Et il y a eu 2 réponses différentes dont je vais pouvoir parler. L'une s'adressant au quartier Pleyel et au village des athlètes, et l'autre pour la piscine olympique. Et justement, on va parler un petit peu plus en détail du village des athlètes. Ce village des athlètes, il va avoir plusieurs objectifs. Évidemment, accueillir les athlètes pendant les Jeux olympiques, mais ensuite, il va être réutilisé aussi. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au XXIe siècle, encore une fois, on ne peut pas se permettre d'avoir des infrastructures éphémères aussi amples, et puis les laisser tomber après sans notion de ce que l'équipe des JO a appelé d'héritage. Donc l'héritage, c'est une chose absolument fondamentale. Et le village des athlètes, donc il va accueillir 15 000 athlètes pendant la période des Jeux, plus leur staff. Donc à la fois, je parle des Jeux olympiques et puis des Jeux paralympiques. Mais en fait, c'est tout un quartier qui est bâti sur une surface, je ne sais pas si vous imaginez, on est sur l'équivalent d'à peu près 70 terrains de foot, 52 hectares. Donc c'est une surface énorme. C'est un des plus gros projets d'aménagement de France des dernières années. Et en fait, ce sont des logements qu'on construit. Ce sont des logements avec des commerces. Voilà, on construit des logements et pendant la période olympique, ces logements sont transformés pour pouvoir accueillir les athlètes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'inscrit sur la durée, sur le temps long, et qu'il faut qu'on propose des solutions effectivement décarbonées pour pouvoir alimenter ces logements, les athlètes bien sûr en premier lieu, mais aussi les logements derrière, en énergie de chauffage, en chaud, mais également en froid, parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, on va rencontrer des problèmes de plus en plus prégnants d'îlots de chaleur absolument insupportables. Vous avez tous vécu l'été 2023 qui dépassait les normes saisonnières habituelles, qui a explosé tous les records, et bien, cette tendance, elle va se poursuivre. Donc il faut que ce qu'on construit aujourd'hui permette de résister à cette chaleur demain et sans s'engager dans des systèmes de climatisation qui sont extrêmement énergivores et qui ne répondent pas d'un point de vue de sobriété énergétique à ce que l'on souhaite demain. Alors, pour ce village des athlètes, la solution qui a été mise en place par Engie, donc là vous avez une photo effectivement de ce village et puis du réseau qui raccorde toute cette zone-là. La solution qui a été choisie par Engie, c'est de mettre en place une géothermie. Alors la géothermie, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va chercher dans les profondeurs du sol de l'énergie que l'on va remonter via des pompes à chaleur, via des systèmes énergétiques complexes qui associent des pompes à chaleur, des échangeurs thermiques. On remonte cette chaleur et on va l'injecter dans le réseau. La géothermie, ça peut aller chercher parfois à plusieurs kilomètres de profondeur, ça peut être parfois très en surface. Ici, on est sur l'exploitation d'une nappe qui se trouve entre 50 et 70 mètres de profondeur. Et donc, on a un circuit, en fait, on a des puits, on a 3 puits, ce que vous voyez en rouge ici, qui vont aller pomper l'eau dans la nappe. L'eau est réinjectée, elle ne va pas dans les bâtiments, elle ne circule pas dans les bâtiments, elle est réinjectée dans la nappe, c'est ce que vous voyez en bleu à côté. Donc, il y a des puits qui permettent également la réinjection. Mais vous avez toute une partie, une petite usine, une centrale, ce qu'on appelle une centrale géothermique, avec des échangeurs qui va permettre d'échanger la chaleur de cette eau qui circule là, de manière complètement renouvelable, avec un circuit d'eau qui, lui, va permettre d'alimenter les bâtiments. Et il va permettre de les alimenter à la fois en chaud et en froid. C'est-à-dire que cette eau qu'on pompe à 14 degrés, eh bien, avec les échangeurs, on va produire une eau plus chaude aux alentours de 65 degrés et également une eau froide qui circule et qui vont permettre d'alimenter en refroidissement et en chaleur l'ensemble des bâtiments et l'ensemble du quartier. Et donc c'est beaucoup plus écologique que la climatisation au final, ce concept de géothermie. Il n'y a pas photo, effectivement. C'est plus économique pour deux raisons. La première, c'est une question d'efficacité énergétique par rapport à du développement de climatisation individuelle. On gagne quasiment le double en termes d'efficacité énergétique. On a un gain de 50% d'efficacité énergétique, donc c'est absolument énorme. Mais en plus, quand vous êtes sur de la climatisation conventionnelle, eh bien, en général, vous utilisez de l'énergie conventionnelle, et donc vous n'êtes pas sur de l'énergie
énergie décarbonée. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller faire de la décarbonation. Engie opère également le réseau de froid de la ville de Paris, Fraîcheur de Paris. Et là, on est sur de l'énergie 100% renouvelable. On utilise l'énergie de la Seine. Voilà. Donc, on est sur des circuits complètement renouvelables. Ici, sur ce système, sur l'ensemble chaud et froid, on est de mémoire aux alentours de 60% d'énergie renouvelable produite et consommée sur l'ensemble du site grâce à ce système. Donc, double gain, l'efficacité énergétique et en plus le gain carbone parce qu'on peut utiliser une production renouvelable. Et l'efficacité énergétique, c'est vraiment très important. Moi, je rappelle que ces jeux qui vont se dérouler en plein été pourraient subir une canicule. D'ailleurs, la ville de Paris a fait des tests il y a quelques mois pour se préparer à une éventuelle canicule. Donc effectivement, le concept de réseau de chaud et de froid va être particulièrement important. On a parlé du village des athlètes. Parlons de la piscine olympique aussi, qui va être très innovante dans sa manière d'être chauffée. Et elle aussi, elle va servir de test pour d'autres réalisations futures. Oui, alors la piscine olympique, alors je suis désolé, j'ai pas de visuel qui en parle, je vous invite à aller la voir d'ailleurs parce que c'est un très bel ouvrage, d'aller regarder les photos. Elle est innovante à beaucoup de points de vue, cette piscine olympique. Là, je vais juste parler du volet énergétique, puisque c'est ce qui nous intéresse, ici. La piscine olympique, c'est un magnifique ouvrage avec un grand bassin de 50 mètres, une partie très profonde et puis modulable d'ailleurs pour assurer la partie de plongeon. C'est également tout un quartier qui se développe derrière, le quartier Zac-Saunier, avec du tertiaire, des commerces, etc. Et donc, tout ce nouveau quartier, la question qui se pose, comme elle s'est posée pour le village olympique, c'est la manière dont on allait alimenter en énergie. Voilà, une piscine, il faut la chauffer, il faut chauffer l'eau, il faut que les gens qui se promènent en maillot dans l'enceinte de la piscine aient une température suffisante pour que ce soit agréable de s'y trouver. Donc, il y a un enjeu énergétique fort. Et là encore, il a été choisi de raccorder cette piscine au réseau de chaleur du SMIREC, de Pleine Commune Énergie. Sauf qu'il fallait à nouveau trouver une production qui corresponde à cet usage-là et une production renouvelable. Alors là, ce n'est pas la géothermie qu'on a été chercher parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque cas de figure et pour chaque projet, il faut aller chercher l'énergie la plus spécifique qui correspond aux ressources que l'on a localement sur le territoire qui présente les meilleures caractéristiques technico-économiques. Et là, on avait une opportunité forte, c'est une utilisation de chaleur fatale émise par un data center. Donc c'est le projet Equinix. Alors qu'est-ce que c'est que la chaleur fatale ? Ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est la chaleur qui est émise lors d'un process industriel. Par exemple, vous avez une industrie qui travaille, qui consomme de l'énergie et qui va produire de la chaleur. En général, cette chaleur, elle est perdue, elle est envoyée aux petits oiseaux. Alors on aime bien chauffer les petits oiseaux, mais bon, avec le réchauffement climatique, je pense qu'ils n'auront plus besoin de nous pour qu'on les chauffe. Et donc on préfère récupérer cette chaleur, effectivement, ne pas la gâcher et la réinjecter dans nos réseaux. Eh bien, c'est exactement ce que l'on va faire avec ce data center. Un data center, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Vous avez beaucoup de serveurs qui tournent en permanence. Alors, Marc me corrigera peut-être, mais moi j'ai en tête que les data centers en Ile-de-France, ça représente l'équivalent de la consommation de la ville de Paris. Donc c'est absolument énorme et on n'en est qu'au début. Donc la question, c'est effectivement, il y a une consommation très forte. Donc première question, c'est comment déjà on alimente, on réduit le besoin énergétique de ces data centers et comment on leur fournit une énergie verte. Et puis derrière, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait de la chaleur produite ? Parce qu'en plus, non seulement ils produisent de la chaleur en chauffant ces équipements, mais en plus, il faut les refroidir pour pas que les serveurs soient en surchauffe. Donc il y a potentiellement un énorme gâchis d'énergie. Et c'est ça qu'on ne veut pas perdre. Et donc, on va capter, là aussi, à travers des pompes à chaleur, cette énergie. Donc on prend de la chaleur à 28 degrés, je crois, dans ce data center, et on va la convertir en énergie à 65 degrés grâce à des pompes, grâce à des échangeurs, et les réinjecter dans le réseau, et ils vont aller chauffer la piscine et le quartier. Ce qui permet d'économiser, alors je crois qu'on est sur 5 000 tonnes de CO2 par an, non, 18 000 tonnes sur cette partie-là et 5 000 tonnes sur la partie Isaac, sur la partie du village des athlètes. Et c'est vraiment une solution d'avenir. C'est vrai que c'est un vrai problème, ces data centers, donc une solution dont on reparlera pour le futur. Alors, comme à tous, je vais vous demander quels sont les nouveaux métiers nécessaires pour ces innovations et les métiers qui existent déjà mais qui vont se transformer. Quels sont les besoins ? Oui. Alors, les besoins, ils sont colossaux.
Ils sont colossaux. Dans le domaine de l'énergie, si vous voulez vous engager là-dedans, il y a des besoins qui sont absolument phénoménaux. Parce que les systèmes énergétiques changent. Et donc, on parlait d'électrification. Alors, il y a l'électrification, c'est une grosse part, mais il y a aussi d'autres choses. Tous les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, on a des besoins absolument énormes. Ce sont des métiers dont vous avez peut-être entendu parler, qui existent depuis longtemps, qui se transforment également. Il y a beaucoup plus de digital, par exemple. On travaille beaucoup plus en préventif, par exemple, sur les questions de maintenance. On a beaucoup de systèmes de pilotage à distance. Et puis, on travaille de manière beaucoup plus systémique. Donc, tous ces métiers-là sont des métiers d'avenir qui changent énormément, sur lesquels on a des besoins de formation de niveau BTS, mais également des besoins, on a des besoins d'ingénieurs aussi. Alors on n'en a pas parlé, mais tous les métiers aussi autour du développement du photovoltaïque, de l'éolien, de l'installation de ces technologies, voilà, ils sont énormes et on a besoin de jeunesse, on a besoin de personnes qui souhaitent s'impliquer sur des métiers qui sont en transformation et qui construisent notre monde de demain. Et on a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes. Alors je précise aussi, j'ai cru comprendre qu'il y aura une consultation employeur après les Jeux Olympiques avec la volonté de réorienter tous ces employés qui vont travailler sur les Jeux. Oui, alors ça, peut-être que Frédéric pourra en parler un peu mieux que moi d'ailleurs et en parler, mais effectivement la région Île-de-France engage des démarches aujourd'hui parce que, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on est sur des milliers, enfin quand même en dizaines de milliers de personnes qui sont... 4500. Pardon ? 4500. 4500. Alors moi j'avais la région a communiqué sur des chiffres un peu plus élevés, mais je ne sais pas ce qu'ils englobent dedans. Vous n'êtes peut-être pas sur le même périmètre. Oui, sur les volontaires. On parle d'employés. 4500 employés. 4500 employés. Donc des personnes qui sont employées effectivement sur ces Jeux Olympiques et qui vont devoir être réorientées vers des filières d'avenir demain. Et donc côté énergie et côté NJ, on souhaite se rapprocher de la région, se rapprocher des structures et monter des passerelles pour permettre d'employer les jeunes, d'employer les demandeurs d'emploi qui aient travaillé sur les Jeux ou qui viennent d'autres filières également, pour venir nous rejoindre dans nos équipes. Et d'ailleurs, on a nous-mêmes un CFA, un centre de formation des alternants, des apprentis, qui vous permet d'être formé à nos métiers tout en étant payé dans la durée de la formation. Vous pouvez les retrouver sur les stands, d'ailleurs, si vous le souhaitez. On a tous les stands que vous pouvez avoir à la suite de la conférence. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Jean-Baptiste Leclerc, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes directeur régional chez Equans France Groupe Bouygues. Alors Equans est exploitant mainteneur de plusieurs sites olympiques, comme le Vélodrome et l'Adidas Arena. On va ici se concentrer sur l'originalité de l'Adidas Arena. Déjà, on va commencer par présenter Equans France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un leader dans le secteur des énergies qui travaille également sur un modèle plus durable et plus décarboné. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, Equans, c'est une filiale du groupe Bouygues. Alors, je pense que beaucoup dans la salle, vous connaissez Bouygues Télécom, mais chez Bouygues, il n'y a pas que Bouygues Télécom. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui sont dans le monde de la construction, notamment Bouygues Construction et Equans. Et Equans, nous, on se positionne comme au cœur de la transition de notre société. Et notre société, voilà, c'est 3 transitions majeures en ce moment. C'est effectivement la décarbonation, donc c'est réduire l'impact de notre société, réduire l'empreinte carbone de notre société. La deuxième transition, c'est la transition numérique, parce qu'on voit bien on a tous des portables qui ont de plus en plus évolué. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas, notre société est très numérisée, donc on se positionne comme un acteur au niveau de la transition numérique. Et troisième transition, c'est la transition industrielle, parce que si on prend le cas de la France, le Covid nous a montré que produire en Chine et après faire venir de Chine, c'était effectivement un peu compliqué quand on avait des crises comme le Covid, et qui plus est, transporter des matériaux entre la Chine et ici, en termes de décarbonation, c'est pas bien. Donc en fait, la France et l'Europe se réindustrialisent, et donc du coup, on participe à la réindustrialisation de la France et de l'Europe. Alors on va parler de l'Adidas Arena plus spécifiquement. C'est un stade donc implanté Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Ce stade, il a été pensé pour représenter, pas seulement les Jeux évidemment, mais les enjeux de la ville de demain. En quoi ce stade est un bâtiment durable ?
Alors, tout d'abord, le stade fait partie d'un des seuls ouvrages qui ont été construits pour les JO. C'est comme l'a dit Frédéric, effectivement, la France ne voulait pas beaucoup construire, mais on avait quand même besoin de certains ouvrages. Et donc, l'Adidas Arena, c'est un bâtiment qui est porte de la Chapelle, qui va héberger pendant les Jeux 2024, donc les épreuves de badminton et les épreuves de gymnastique rythmique. Voilà. Et quand on parle de bâtiment durable, en fait, c'est un bâtiment qui n'a pas été construit que pour les Jeux 2024. C'est un bâtiment qui a été réfléchi avant tout comme un ouvrage qui va servir demain et après-demain. C'est un bâtiment qui héberge d'ores et déjà des concerts, on peut faire des séminaires d'entreprise. Donc c'est vraiment un bâtiment où on va intensifier les usages. Ça veut dire qu'on ne va pas faire que du basket, que du badminton. On va vraiment faire beaucoup de choses demain. C'est un bâtiment aussi, quand on parle de durabilité, c'est un bâtiment sur lequel on a réfléchi, le groupe Bouygues, parce que c'est Bouygues Construction qui l'a construit et c'est Equans qui aujourd'hui l'exploite. C'est un bâtiment où les architectes, les bureaux d'études, parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires, ont réfléchi vraiment à le rendre durable. Donc dès le début, on n'a pas réfléchi qu'à la construction, on a réfléchi à l'exploitation. On va en parler tout à l'heure, mais on a même réfléchi aux températures qu'on allait avoir en 2050. Et puis c'est un bâtiment aussi durable parce que il a été construit avec des matériaux bas carbone et je pense qu'on va en parler justement, dans la suite. Avec beaucoup de bois. C'est assez innovateur, en tout cas comparé à ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Ouais, alors excusez-moi, pas beaucoup, mais je ne sais pas si vous voyez les slides, mais enfin vous n'allez pas le voir, mais je vais vous le dire. En fait, c'est un bâtiment dans lequel on a mis des bâtiments. Alors quand vous construisez du bâtiment, déjà le monde de la construction, c'est le monde qui consomme énormément de carbone. On sait nous, en tant que constructeurs, on a besoin vraiment d'avoir des processus de construction qui vont être le plus bas carbone possible, parce qu'on est un des secteurs qui consomme énormément de carbone. Donc pour construire avec moins de carbone, comment on fait ? Déjà, on utilise des matériaux biosourcés. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau biosourcé ? C'est des matériaux qui sont issus de la nature. C'est-à-dire que typiquement, là, vous voyez à droite, vous voyez des poutres. C'est des poutres qui font 26 mètres de long. Donc il n'existe pas des arbres de 26, enfin ça existe des arbres de 26 mètres de long, mais on a donc du coup c'est vraiment des poutres qui ont été reconstituées en bois et ça évite de mettre des poutres béton parce qu'on sait que le béton par exemple c'est énormément consommateur de carbone. Donc il y a des choses qui ont été faites comme ça. Les sièges qu'il y aura dans l'aréna, dans cette aréna, eh bien en fait les sièges sont faits avec des bouteilles de plastique, des bouchons de bouteilles recyclés. Voilà, on va avoir des panneaux photovoltaïques comme on a parlé juste avant. On va aussi utiliser de la végétation, c'est-à-dire que toutes les terrasses au-dessus du bâtiment vont être végétalisées. Voilà, c'est vraiment utiliser tout ce qui existe dans notre nature pour essayer de construire et de faire le moins de consommation carbone. Et enfin, c'est au niveau performance énergétique, donc c'est un bâtiment qui a été réfléchi pour consommer le moins possible en termes d'énergie. Alors là, on parle de l'Adidas Arena, mais en fait, Equans travaille sur d'autres bâtiments également. Au niveau de l'évolution du climat, il faut quand même s'attendre à un réchauffement qui va être significatif ces prochaines années. Un petit exemple en Île-de-France, donc ici, Météo France prévoit 16 à 20 journées anormalement chaudes par an, caniculaire donc, en 2050, contre moins de 15 avant 2005, donc une nette augmentation. La température de 50 degrés qui nous paraissait être avant du domaine de la science-fiction est tout à fait possible ces prochaines années en Île-de-France lors d'un pic de chaleur de manière très temporaire. Donc tout cela, ça peut faire un petit peu peur, mais du coup, qu'est-ce que Equans, qui travaille dans le secteur du bâtiment, a fait pour anticiper cette hausse inévitable des températures ? Alors, dans le cadre de la construction de ce bâtiment, en fait, ça a été vraiment réfléchi. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a construit ce bâtiment, quand on a réfléchi à ce bâtiment, on s'est vraiment projeté sur le très long terme. Et en fait, pour faire les études énergétiques du bâtiment, donc savoir comment il allait consommer, on a vraiment pris en compte les hypothèses de cette température d'augmentation de la température en 2050. Donc tout le bâtiment a été conçu vraiment pour pouvoir vraiment vivre avec cette forte température. Donc il y a eu des éléments constructifs qui ont été mis en place, comme vous pouvez voir. On a fait rentrer la lumière naturelle au plus profond du bâtiment. Donc 95% des espaces en fait sont éclairés par la lumière naturelle, ce qui évite de consommer de l'électricité avec des ampoules et des luminaires. On a aussi le bâtiment à l'extérieur, vous l'avez vu sur la première slide, il est tout blanc. Il n'est pas noir. Le blanc, on sait très bien que ça reflète la lumière, donc ça évite que ça devienne une grosse zone de chaleur. Donc il y a eu un travail qui a été fait pour les couleurs. Je
Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de la végétation. C'est très bien que remettre de la végétation dans la ville, alors au-delà, tout à l'heure vous parlez d'urbanisation, mais voilà, au-delà la végétation, c'est très bien que ça permet aussi de réduire un peu au-delà de la, comment ça s'appelle, au-delà que c'est sympa pour les personnes et les citoyens, ça permet aussi de réduire un peu la température dans les villes, ça évite les îlots de chaleur. Et puis il y a eu un travail qui a été fait aussi sur la boîte du bâtiment. Ça veut dire que c'est une conception passive. C'est-à-dire qu'en fait, le bâtiment, en fait, on se sert de la chaleur intérieure d'un bâtiment. Quand vous avez un concert, ça dégage énormément de chaleur, et on se sert de cette chaleur humaine, en fait, qui est produite par les gens, pour justement chauffer le bâtiment et éviter d'avoir des systèmes qui vont chauffer en plus le bâtiment. Donc il y a tout un travail technique qui a été fait avec pas mal d'ingénieurs, pas mal d'études qui ont permis d'avoir le moins de systèmes possible pour qui consomment de l'énergie pour pouvoir chauffer et aussi l'été, en fait, baisser la température du bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez sur la dernière slide, je ne sais pas que vous voyez, mais il y a même un système la nuit qui évacue, entre guillemets, la chaleur de la journée et qui réinjecte de la chaleur un peu plus fraîche, parce qu'on sait très bien que la nuit, la température baisse. Donc il y a eu vraiment tout un travail qui a été fait pour justement anticiper cette hausse des températures et pour que ce bâtiment puisse s'adapter aux températures de demain. Et au final, c'est vraiment un exemple d'efficacité énergétique qui pourra inspirer d'autres réalisations pour le futur. Juste une petite question, rapidement, quelques mots. Vous êtes exploitant mainteneur, on l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pendant la phase des Jeux? Vous allez maintenir comment exactement? Alors, on est très fiers d'être exploitant mainteneur de quelques ouvrages, effectivement, pendant les Jeux. Vous avez le digne représentant des équipes sur l'aréna, qui est Cédou, là, qui est juste là, qui est sur la droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est notre métier pendant cette phase des Jeux? Donc, pour être très concret, en fait, on a 5 personnes sur l'Adidas Arena qui sont là pour assurer, pour garantir que le bâtiment fonctionne à tout moment. Voilà, on est quand même sur des systèmes qui ne sont pas on-off, on a des systèmes sur lesquels il peut y avoir potentiellement des pannes. Donc en fait, notre but, c'est de faire que tout fonctionne bien pendant les Jeux Olympiques. Voilà, donc on fait, tout à l'heure on a parlé, on fait de la maintenance corrective, donc on intervient quand il y a des pannes. On va aussi faire de la maintenance préventive. Donc la maintenance préventive, c'est un peu comme votre voiture. Quand vous allez chez le garagiste, vous faites la vidange, et ben nous, c'est la même chose. Donc on fait les réparations, on fait les révisions de tous les équipements pour toujours dans un état d'esprit pour que le bâtiment fonctionne et qu'on minimise les pannes. On va aussi, pendant les Jeux, vérifier effectivement la consommation du bâtiment, regarder si les équipements sont bien réglés pour qu'on consomme vraiment peu d'énergie, voilà, qu'on soit toujours vertueux en termes d'énergie. Et puis surtout, on va être là vraiment aux côtés des athlètes de Paris, de la SAE et de Paris 2024 pour que tout fonctionne bien sur l'Adidas Arena. Merci. Comme à chacun, je vais vous poser la question des perspectives professionnelles. Quels sont les besoins d'Equance et quels sont les besoins de l'Adidas Arena? J'imagine que travailler pour l'Adidas Arena, c'est quand même une fierté, c'est quand même très attractif. Alors effectivement, je vais reprendre un peu tout ce qu'ont dit mes camarades juste avant. On est dans des métiers d'avenir. On a bien vu, il va falloir décarboner notre société. Donc, qui dit décarboner, ça veut dire qu'ils sont tout le temps en train de recherche. On a aujourd'hui plus d'emplois chez Equance qu'il y avait en 2023. Donc, on est toujours en recherche. On a beaucoup de métiers. Alors, c'est de la performance énergétique. C'est des gens pour maintenir et faire la maintenance des équipements. C'est des personnes pour installer aussi des équipements dans les bâtiments. On cherche aussi des gens qui sont ressources humaines, des gens en finance. Enfin voilà, on est dans une dynamique de croissance dans nos métiers. On a besoin de toutes les forces vives, voilà, pour venir travailler chez nous. Alors, j'ai mis notre richesse est avant tout humaine parce que finalement, nous, qu'est-ce qu'on vend? On vend des hommes en fait. On ne vend pas des produits de beauté ou des produits alimentaires. On est vraiment, notre richesse, c'est nos hommes, donc on y croit. On a envie on les fait évoluer, on les fait grandir, on fait bouger nos personnels. Voilà, le groupe Bouygues a des valeurs humaines très fortes, donc voilà. Et on a pas mal de cursus d'apprentissage. Donc on a 12%, entre 10 et 12% d'apprentis chez nous. Donc on a des gros besoins. On accompagne aussi des étudiants qui veulent passer par cette filière d'apprentissage. On a des recrutements en CDI, on a des recrutements en CDD. On a même des gens qui se reconvertissent.
On a monté une promotion Electra où on a des femmes qui veulent venir après quelques années de vie professionnelle dans le métier. Voilà, donc on a des promotions aussi en alternance, ça s'appelle la promotion Electra. Voilà, on a pas mal de boulot. Je vous ai mis à droite tous les postes qui sont à pourvoir en Ile-de-France. Enfin, vous ne les voyez pas, mais je les ai comptés juste avant de venir. Alors rien que sur notre métier d'exploitant, on en a une vingtaine. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de toutes les forces vives pour nous aider et pour venir travailler chez nous et aider à décarboner la société. Merci beaucoup, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Alors, on approche de la fin de cette conférence, mais on vous a réservé quelques minutes quand même pour échanger ou poser des questions avec nos intervenants. N'hésitez pas, ils sont tous les 4 là pour vous. Si vous avez des questions ou même des commentaires sur ce qui vient d'être dit, des besoins de précision sur les réalisations qu'on a montrées, n'hésitez pas, levez la main, ne soyez pas timide et ils vous répondront. On vous passe le micro si vous avez une question. Bonjour, Rafi Kapsi, directeur de la recherche avec AMEPMI. Donc c'est une école d'ingénieurs qui est à Cergy-Pontoise. Juste un commentaire par rapport au titre de la table ronde. C'était laboratoire pour la ville de demain. Et nous, en tant que scientifiques, laboratoire, c'est un espace pour faire des expériences, des tests, des essais, de voir est-ce que les solutions proposées fonctionnent ou pas. Alors que là, vos solutions, on a l'impression que c'est des solutions qui vont forcément marcher. Donc voilà, donc c'est plus sur le mot laboratoire au niveau du titre de la table ronde et toutes les solutions magnifiques qui sont proposées par vos entreprises. Monsieur Lebrun, si vous voulez peut-être répondre. Je vais essayer de rebondir. Oui, bah alors laboratoire, il y a effectivement, on essaye, on met en place des systèmes, on va les tester grandeur nature au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et après, bah, la transformation de l'essai devra se faire dans le temps, dans du temps long. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi essayé d'exprimer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'essais effectivement qui sont mis en œuvre. On parlait de structures de réseau, de bâtiments avec des hautes qualités d'environnement. Donc tout ça, ce sont des essais, mais aujourd'hui, ça reste encore des cas, à mon avis, trop isolés. Et donc je pense que la notion de laboratoire, elle est de dire, on peut le faire pour les sites, pour la structure, pour des événements de taille mondiale, donc on peut le faire de manière beaucoup plus répandue. Voilà, donc c'est voilà la façon dont je traiterai le mot laboratoire au sens où oui, ça marche, ou ça va marcher, parce qu'on n'a pas encore fait les Jeux olympiques et paralympiques, mais après, il faudra étendre et transformer l'essai, pour continuer sur la métaphore sportive. Merci. Vous voulez vous exprimer, Monsieur Garet ? Oui, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai beaucoup d'énergéticiens. Et par rapport à notre ami de l'EPMI, c'est vrai qu'il y a une réflexion. Aujourd'hui, bien évidemment, le bâtiment, bien évidemment, les énergies, mais il y a ceux qui sont dedans. Et éventuellement, c'est de savoir, ceux qui sont dedans, comment ils pourraient s'adapter là où ils sont. Et moi, je pense qu'il y a un secteur qui est important. Et d'ailleurs, les athlètes, quand vous regardez Alain Mimoun aux Jeux Olympiques de Melbourne, quand il remporte le marathon, et quand vous regardez aujourd'hui celui qui remporte le marathon, il n'a pas les mêmes vêtements, ni les mêmes chaussures, etc. Donc ça veut dire que demain, avec le changement climatique, je crois qu'il y a un travail fort, si on veut prendre une longueur d'avance sur le textile, tous les textiles. Alors que ce soit sur les vêtements, souvent à l'EPMI, je dis que je rêverais d'avoir des chaussures qui produisent de l'électricité et qui éventuellement soient des systèmes de GPS et qui m'emmènent, si j'ai Alzheimer, qui m'emmènent chez moi. Deuxièmement, au niveau du textile, je pense qu'aujourd'hui, demain, là je suis habillé comme cela, en 2050-2060, on ne sera pas habillé comme cela s'il fait 50 degrés. Donc c'est la question de savoir, est-ce que demain, bien évidemment, on peut rafraîchir la maison, on peut faire tout un tas de choses, etc. Est-ce que demain, ce sera moi-même, avec ce que j'ai sur moi, qui me créera la condition climatique? Et c'est une réflexion, là, on vient de construire un bâtiment, c'est aussi sur la notion des rideaux, sur la notion de tout ce qui fait, éventuellement, par exemple, vous êtes dans une maison, il y a les rideaux, il y a tout un tas de choses. Est-ce qu'ils ne seront pas demain les outils qui feront qu'on maîtrisera les énergies? Merci, Monsieur Garet. D'autres questions pour les intervenants? On a quelques minutes. Si vous avez une question, un commentaire sur les réalisations, sur l'Adidas Arena, sur les réseaux de chaud, de froid, sur l'impact écologique, n'hésitez pas, hein, allez-y.
Ah, une question. Bien, bonjour à vous. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, donc, j'ai un souci, c'est que concernant la consommation d'énergie, parce qu'en fin de compte, on fait uniquement de la décarbonation, mais on ne vient pas à aborder la notion de réduction de consommation d'énergie, à part éventuellement pour le bâtiment qui a été proposé. Marc Fleury, vous voulez répondre? Est-ce que vous voyez ce que je veux en venir? C'est-à-dire que ma question, entre guillemets, pose sur le fait qu'on arrive quand même sur des pays qui sont en voie de développement. Je prends par exemple la Chine qui actuellement, il y a 30 ans en arrière, n'avait pas de problème de pollution dans leur centre-ville, se trouve actuellement, avec la problématique par exemple de la voiture individuelle, en surexposition de pollution. On est en train d'exporter un modèle de consommation d'énergie dans des pays en cours de développement. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, notre modèle à nous, on est toujours dans la même idée de consommer la même quantité d'énergie, mais uniquement de décarboner, entre guillemets, cette énergie. Est-ce qu'on n'est pas en train de louper un virage, c'est-à-dire carrément de changer complètement notre modèle de consommation d'énergie? Voilà ma question. Alors, c'est une excellente question. Non, on ne veut pas rater ce virage, effectivement, et la question de la sobriété énergétique est l'enjeu premier et l'enjeu majeur. Alors, effectivement, là, on a parlé beaucoup des développements, parce que c'est ce qu'on voit émerger dans le cadre de ces Jeux Olympiques. On n'a pas parlé de toute la partie de réfection d'équipements déjà existants, qui est une grosse partie des investissements qui ont été faits dans le cadre de ces Jeux Olympiques, et qui permettent notamment de travailler à des enveloppes qui permettent d'avoir une meilleure isolation des bâtiments, des bâtiments plus performants énergétiquement. Moi, je vais reprendre l'exemple du village des athlètes, village olympique qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc là, on est sur une grosse opération, effectivement, de développement qui répond à d'autres enjeux, parce qu'il y a des grosses pénuries de logements en Ile-de-France. Donc, certes, on répond aux enjeux olympiques, mais on répond à des enjeux d'aménagement plus globaux au niveau du pays. On essaye d'y répondre de manière intelligente et en essayant de limiter, certes, l'impact carbone, mais en essayant en premier lieu de limiter la consommation énergétique. Donc, les bâtiments en eux-mêmes sont des bâtiments basse consommation. On a parlé de la production de froid, mais ce que j'aurais pu préciser, c'est que nous, on travaille Engie sur cette production de froid renouvelable, mais les bâtiments eux-mêmes sont conçus déjà avec, par exemple, des systèmes de ventilation naturelle, de circulation de l'air qui permettent d'avoir des rafraîchissements naturels. Donc, dans la conception même des bâtiments, il y a cette notion de sobriété qui arrive en premier lieu. Voilà. Et après, pour généraliser cette réflexion, oui, au niveau, si on raisonne à l'échelle française, européenne, à l'échelle que vous voulez, il faut qu'on atteigne d'abord ces objectifs de sobriété énergétique avant même de réfléchir à la manière dont on compense le reste par de la décarbonation, par de l'électrification, par d'autres approches. Peut-être en rebond, hein, c'est un vaste sujet que vous nous proposez d'ouvrir, au-delà des solutions qu'on peut aussi exporter, parce qu'on a un rôle de modèle, hein, comme vous l'évoquez. Si on revient sur la stratégie nationale bas carbone, qui est la stratégie française sur le sujet, on a parlé beaucoup de décarbonation, mais il y a un gros pan qu'a évoqué mon voisin, c'est tous les enjeux à la fois de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Donc sur la partie efficacité énergétique, je pense qu'on a fait quand même quelques démonstrations sur ce que l'ensemble de la filière peut mettre en place sur l'efficacité énergétique. Et sur la sobriété énergétique, c'est comment on donne, en tout cas nous pour Enedis, comment on donne les moyens à travers des données fiables, comment on donne les moyens aux personnes de consommer différemment, de décaler les usages. Et c'est d'ailleurs tout ce que porte l'ensemble des fournisseurs sur ces données. Et enfin, en tout cas pour Enedis, on sait très bien qu'il faut qu'on fasse plus de réseaux, mais il faut aussi qu'on construise le réseau différemment, avec des enjeux qu'on évoquera demain sur des enjeux de flexibilité. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on acceptera de ne pas produire ou consommer à pleine puissance et qu'on acceptera de consommer moins pour payer peut-être moins cher. Et le signal prix devra renvoyer un signal sur cette économie d'énergie. Donc ça existait historiquement, quand certains d'entre vous vont peut-être se souvenir du tarif EJP, effacement jour de pointe. Peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est le plus ancien. Voilà, le plus ancien. Et c'est un contrat qui revient
qui revient à la mode, qui reprend une croissance incroyable, parce que ces sujets de ne pas se dimensionner systématiquement sur la pointe ou de limiter la pointe, ils sont fondamentaux par rapport à ce que vous évoquez. Parce que quand on se dimensionne sur la pointe, c'est des coûts d'infrastructure très, très importants. Et donc c'est en ça qu'on veut aussi défendre un modèle différent. Donc il n'y a pas que la décarbonation, il y a aussi le consommer comme il faut. Oui, et puis moi je vais conclure donc, par rapport aux éléments effectivement que je vous ai fournis. On a mis l'accent, ou j'ai mis l'accent sur la décarbonation, mais il y a effectivement tout un pan aussi de sobriété ou d'installation mise en place beaucoup plus faible par rapport à d'autres jeux. Donc aujourd'hui, par rapport à Tokyo, on est sur une réduction de la puissance installée, par exemple, de 23%. Donc ça rentre dans ce cadre de sobriété. Et ça a été rendu possible par 2 leviers. Déjà, un travail d'ingénierie pour aller, je dirais, challenger tous nos utilisateurs en leur demandant d'être plus sobres dans leur matériel ou dans leurs demandes. Et en accompagnant des rénovations. Par exemple, au Stade de France, on a changé l'ensemble de l'éclairage par de l'éclairage LED qui conduit à des diminutions significatives de consommation d'électricité pour un usage amélioré, puisque vous avez peut-être pu remarquer que l'éclairage du Stade de France depuis 1 an est un peu plus coloré qu'il n'était avant. Donc la LED permet une consommation moindre, mais aussi je dirais un effet public plus intéressant. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'échelle un peu plus mondiale, la sobriété est un enjeu au cœur du CIO, donc le Comité international d'organisation, puisqu'on doit, nous, au titre de Paris 2024, donner un bilan de notre consommation d'énergie, donc au-delà des éléments carbonés, pour pouvoir améliorer de jeu en jeu, je dirais, cette consommation d'énergie. Donc je passerai le relais à Los Angeles j'espère, en établissant un record de consommation électrique basse, donc un record à la baisse, que Los Angeles pourra s'emparer. Donc les outils qu'évoquait Marc sur la mesure de l'énergie nous permettent aussi de mesurer et donc d'améliorer, parce que sans mesure, on peut pas améliorer, je dirais, les prochaines étapes. Donc ça fait partie des choses. Mais effectivement, c'est du temps long. C'est du temps long parce qu'on est habitué à... Non, je reconnais qu'on n'a pas ce temps, mais malheureusement, je ne pourrais pas faire mieux à mon niveau, par une 2024, que de mesurer et d'installer moins. Mais je reconnais effectivement l'enjeu mondial de consommer moins et de sobriété. Là si vous voulez, par rapport à la discussion, ce n'était pas une critique par rapport à ce qui a été dit, mais c'était vrai que c'était plus dans l'idée dans le cadre des Jeux Olympiques, qui est une représentation internationale. Donc là, c'est l'idée de faire intervenir le monde entier, hein, c'est vraiment le cas de le dire, face finalement à ce qui nous concerne tous sur notre même planète, quoi. Et certes, on a fait chacun à notre façon une partie du chemin, soit, mais face aux inondations, on le constate tous, hein, tous autant qu'on est, les augmentations de température, les inondations. Est-ce que c'est vraiment le modèle? Enfin, c'est philosophique. Là, on est d'accord, hein, c'est plus sur une idée philosophique que sur une idée de fond. Hein, c'est pas autre chose. Sur un modèle finalement sur lequel on viendrait à vivre tous ensemble. Comment est-ce que je pourrais dire? Le monde des bisounours de demain, quoi, en gros. C'est un peu ça l'idée. Mais pour vraiment réussir à y arriver, quoi. Oui, alors il y a des réflexions pour changer le modèle. De là à renverser la table, ça prend du temps qu'on n'a pas, et ça je reconnais. Après, c'est un vaste débat sur lequel je ne m'appesantirai pas. Est-ce que les jeux... Qu'est-ce qu'on peut nous amener? On peut amener, en tout cas à mon niveau, une exigence de sobriété, une exigence de décarbonation. Ensuite, le bilan carbone, comme vous l'avez vu aujourd'hui, il est essentiellement lié à des transports de personnes. Et donc c'est effectivement un modèle d'événement qu'il faudrait repenser. Mais ça, c'est un vaste chantier. Alors, est-ce que moi, je peux le faire? Moi, j'ai une opinion qu'on pourra effectivement discuter, mais je pense que c'est effectivement des choses sur lesquelles je sais que le CIO travaille, puisqu'il en va de leur avenir ou de l'avenir de cette association qui investit tous les bénéfices pour le sport. Donc, si le sport doit continuer à exister, il va falloir qu'il se renouvelle. On a bien les enjeux de ski, là, pour lesquels il y a eu, je crois, 21 épreuves sur une centaine qui ont été annulées cette année, ce qui est un record, je dirais, lié à ces conditions climatiques défavorables. Donc oui, il y a une exigence de changer le modèle pour être plus sobre.
voilà, on apporte notre petite pierre. Mais effectivement, de là à renverser la table en 2028 pour Los Angeles, je vous garantis rien. Ah bah non plus, je suis pas... Mais bon, c'est l'idée. Je vous remercie bien. C'est déjà un bel effort. Est-ce qu'on a une dernière question? On peut en prendre une dernière, si quelqu'un a une question. Non, pas de question? Si, une. Allez. Bonjour, moi j'ai une question. Alors pour Enedis, je vais pouvoir répondre, et pour les autres, non. Vous avez parlé de recrutement, mais du coup, quel niveau, quelle formation, est-ce qu'on peut être formé chez vous? Comment ça se passe pour les jeunes là qui sont autour de la table, et comment ça se passe pour eux? Alors si vous pouvez tous répondre en quelques mots, après on conclut. Je vais juste, moi malheureusement, dans le temps imparti, j'aurai peu de temps pour la formation. Donc, ce serait plutôt des personnes expérimentées. Néanmoins, on recrute des personnes en stage. Stage plus CDD, une vingtaine de personnes sur l'Île-de-France. Donc, on va les accompagner pour qu'ils acquièrent une première expérience unique, puisque, je rappelle, les Jeux, c'est tous les 100 ans en France. Donc, la prochaine fois, ce sera en 2124, avec un nouveau modèle. Donc, pas d'expérience requise? Non, non, l'expérience de motivation et la tête bien faite et la volonté de bouger, de faire bouger les choses. Nous, au niveau des collectivités territoriales, on a créé des nouveaux métiers et c'est pour ça qu'on a mis une cellule énergie, notamment pour maîtriser toutes nos consommations, que ce soit les consommations d'électricité, les consommations d'eau, etc. Parce que plus ça va, plus ça augmente. Donc il faut qu'on maîtrise les consommations. Et quand on en discute avec les bailleurs sociaux, etc., c'est des nouveaux métiers, c'est vraiment le suivi des consommations pour diminuer nos coûts. Pour Enedis, c'est 50 emplois dans les Yvelines, avec des emplois de chargés de projet qu'on recrute à partir du BTS, donc Bac+2. On vous forme complètement. On a aussi des monteurs électriciens qui, on a vu quelques photos d'illustration de nos métiers, qu'on recrute au niveau des Bac Pro, et donc on les forme, et on est en train d'innover, on travaille avec l'Éducation nationale pour colorer le contenu de Bac Pro MLEC avec des contenus du métier réseau distribution pour donner envie aux jeunes, dès le cursus académique, de venir dans nos métiers. Et donc, je pense avoir répondu un peu à la question. Merci. Alors pour Engie, on est sur des recrutements très larges, du BTS jusqu'au profil d'ingénieur. Donc essentiellement, mais pas uniquement, mais essentiellement quand même des profils techniques ou scientifiques. Voilà, donc on a alors j'ai pas les volumes de recrutement en cours en tête, mais on a en général plusieurs milliers d'annonces au niveau France, on va dire. On recrute au niveau monde, mais même au niveau France, on est sur plusieurs milliers d'annonces qui sont en cours, ouvertes à l'externe chaque année. On recrute énormément d'alternants. Il y a la campagne d'alternance qui va arriver prochainement. Donc là, on aura beaucoup d'offres que vous pouvez aller consulter directement sur le site NG Jobs. Voilà, vous tapez NG Jobs et puis vous allez trouver effectivement toutes nos propositions sur le sujet. Et puis je mentionnais tout à l'heure notre centre, notre CFA, centre de formation d'alternants, où là on est, alors je crois que c'est des promos annuels de 250 jeunes que l'on prend sur ce CFA, dont 60 à 80 sur l'Île-de-France. Alors pour Equance, on recrute, on est avant tout un métier technique. Donc pour notre cœur de métier, en fait, pour le cœur de l'activité, on est sur tout type de profil. Donc on va du CAP jusqu'à l'ingénieur, pour être assez clair, en passant par des BTS. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'alternants. On a entre 10 et 12% d'alternants par entité. Donc on a une grosse volonté d'intégrer les collaborateurs par l'alternance, parce qu'en fait, au final, c'est des gens qui sont formés aussi à notre entreprise. Et derrière, on a un taux de transformation qui est assez fort, parce qu'on est sur du plus de 50% de taux de transformation. C'est-à-dire qu'on garde plus de 50% de nos alternants chez nous, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de postes ouverts, et je pense que dans les années futures, ça va être encore pire. Donc voilà, et on est vraiment sur tout cursus, quoi. Et des alternants, on en a dans les métiers techniques, donc pour des techniciens, pour des chefs de chantier, pour des gens qui sont monteurs électriciens. Voilà. On a parlé tout à l'heure de CVC, c'est pareil, dans la partie climatisation, chauffage et tout, on recherche aussi des gens qui sont en BTS. Enfin voilà, c'est très ouvert.
voilà, des ingénieurs, voilà, et puis même dans les filières, voilà, finance, RH, tous les métiers un peu connexes qui concourent en fonction des entreprises, et ben on a des cursus en alternance. Voilà, et même des CDI, des CDD. Enfin, bon, il y a un site, hein, vous allez sur le site d'Equance, vous allez voir le nombre de postes qui sont ouverts, il y en a pas mal, et voilà. Et on aime bien quand même les filières en alternance, en contrat professionnalisation. Oui. Merci. Je crois qu'on a une toute dernière question, et après on devra conclure. Je voulais savoir si vous prenez des alternants en cybersécurité. Alors, des alternances en cybersécurité ? Oui. Alors, il y en a sûrement. On a des équipes cybersécurité, effectivement. En revanche, je ne sais pas s'il y a un poste d'alternance en cybersécurité, mais oui, on a des gens qui font de la cybersécurité chez nous. Donc, il faudrait qu'on regarde, mais oui, on a des gens qui font de la cyber, effectivement. Du coup, vous recrutez qu'un MELEC, pas un... Pardon ? Vous recrutez qu'un MELEC. Quoi ? Vous recrutez qu'un MELEC, pas en cybersécurité. Non, tout métier. En cybersécurité, on recrute. Ouais, du coup, il y a cybersécurité. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, on avait une personne qui fait de la cybersécurité. Aujourd'hui, chez Equance, je pense qu'on a une dizaine qui font de la cybersécurité. Donc, c'est des sujets effectivement, des sujets d'avenir. Il n'y a pas que des sujets d'énergie. On va être confronté à 2 sujets demain. C'est la décarbonation et la cybercriminalité. Donc, c'est nos 2 enjeux de demain des entreprises. Ok, merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut également répondre ou... Oui, Paris 2024 recrute aussi dans la cybersécurité. Je pense qu'il y a quelques postes ouverts. Il faut regarder sur le site internet. Parce que les enjeux de cybercriminalité sont une des menaces contre le succès des jeux. Donc, voilà. Oui, peut-être pour compléter, le secteur énergétique est quand même un secteur extrêmement sensible et stratégique. Donc il y a effectivement des besoins de compétences en cybersécurité dans tout le secteur. Merci à tous. Nous arrivons donc à la fin de cette conférence qui était très enrichissante. Alors vous l'avez compris, les Jeux Olympiques, c'est un véritable laboratoire d'expérience, mais aussi un exemple pour construire la ville de demain avec en plus de nombreuses perspectives professionnelles. Et pour cela, je vous invite évidemment à poursuivre la visite du salon. Vous pourrez découvrir des métiers porteurs, des offres de formation à travers le parcours de rencontre, les démonstrations et surtout, n'oubliez pas de vous rendre à l'espace Job Dating si vous êtes vous-même en recherche d'emploi. Il y a pas mal de stands d'animation originale intéressante. J'ai relevé par exemple le stand d'Equance avec des plans de bâtiments en réalité augmentée. Il y a le stand Aforp aussi, vous avez peut-être vu, où vous pouvez vous essayer au métier de chardonnerie, de chaudronnerie avec un casque de réalité virtuelle. Il y a un poste de soudage également pour vous essayer au métier de soudeur. Et puis il y a le campus industrie circulaire mobilité qui propose aussi des démonstrations pour vous montrer comment le métier de carrossier évolue. On appelle ça des éco-carrossiers maintenant, avec les techniques toutes nouvelles de réparation. Donc voilà, beaucoup de choses à voir dans cette journée des métiers. Je vous remercie pour votre attention. Ainsi se termine cette conférence et je vous souhaite à tous une très bonne journée des métiers. Merci à tous.